Bienvenue au rendez-vous de cette édition du soir sur la télévision Tambara. Tenu ce matin au siège du PNDS Tareya du premier conseil local de la coordination de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue de ce conseil, un nouveau bureau a été mis en place au titre de la coordination avec comme président Al-Haj Ilolo Aboubakar. D'autres détails dans ce compte rendu de Rali Hassani et Ibrahim Kantama. C'est sous le rythme imposant de l'hymne du parti PNDS Tareya, chanté par la troupe Aïcha, qu'a débuté ce premier conseil local de la coordination PNDS Tareya de l'Afrique de l'Ouest. Un conseil qui a regroupé les 9 sections de la coordination en vue de mettre en place un bureau au titre de cette coordination de l'Afrique de l'Ouest. Procédant à l'ouverture des travaux de ce conseil, le secrétaire de Nigérien à l'extérieur a rappelé que ce conseil est l'aboutissement d'un long processus engagé. Ce premier conseil local de la coordination de l'Afrique de l'Ouest est l'aboutissement d'un processus engagé depuis la création de notre parti. En effet, dès la création, le PNDS a accordé une place de choix aux camarades de la diaspora. Il faut se rappeler que les militants de la diaspora PNDS ont été à tout moment actifs dans tous les combats menés par notre parti. Sur le plan spécifiquement électoral, notre parti a occupé les premiers rangs aux 2 élections organisées par l'extérieur, par notre pays dans l'ère démocratique, notamment en 1993 et celle de 2016 où le PNDS a obtenu les 3 sièges sur les 5 des députés au titre de la diaspora. Ces résultats témoignent du dynamisme et de la cohésion de nos camarades et militants de l'extérieur. C'est le lieu et l'occasion de rendre un hommage mérité à l'ancien président de la République, son Excellence M. Issouf Mahamadou, pour avoir mené une politique volontariste d'intégration de la diaspora nigérienne. Il a accédé, malgré l'hostilité d'une partie de sa coalition gouvernementale, à une revendication essentielle de la diaspora nigérienne relative à la possibilité d'avoir la double nationalité pour ceux de nos compatriotes qui le souhaitent. Cette dynamique est poursuivie et consolidée par le gouvernement de son Excellence M. Bazoum Mohamed, qui a fait de cette 9e région une de ses priorités. C'est ainsi qu'en ce 26 mars 2022, les 9 sections de la coordination PNDS de l'Afrique de l'Ouest se sont réunies pour la mise en place de leur bureau. Composé de 13 membres, le bureau s'engage à expérimenter la gestion d'une coordination. La coordination des sections de l'Afrique de l'Ouest réaffirme son engagement à soutenir ce programme pour le bonheur du peuple nigérien. Mesdames et messieurs, chers camarades, sous la supervision des hautes autorités de notre parti, notre bureau, composé de femmes et des hommes très engagés à relever les défis, vient d'être validé. Le mot me manque pour présenter mes vifs remerciements et reconnaissance à nos supérieurs et à l'ensemble des militants et militantes de nos sections pour la confiance placée en nous. En nous plaçant à la tête de cette coordination, nous nous engageons à travailler avec abnégation et sans répit pour affronter les prochaines élections législatives partielles avec sérénité et la mise en place de toutes les structures au sein de notre coordination conformément au texte du parti.
Aussi, faudrait-il le souligner, la coordination de l'Afrique de l'Ouest est la première après la création des 6 coordinations du parti de l'extérieur à franchir cette étape de mise en place d'un bureau. Ce bureau, par la voix de son président, a exprimé sa volonté d'être à la hauteur des tâches qui lui seront confiées. Bon vent donc au nouveau bureau de la coordination. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a animé un point de presse ce après-midi de ce samedi 26 mars 2022 relatif à la situation des détenus des manifestations post-électorales. Suivons plutôt ce point de presse. Lorsque nous avons commencé cette procédure, nous avions des centaines de personnes qui avaient été interpellées et poursuivies. Les chefs d'inculpation étaient notamment l'incendie volontaire des lieux servant d'habitation, les dégradations volontaires des édifices publics, les violences et voies de fait, les coups et blessures volontaires, etc. Les juges d'instruction qui ont été saisis de ces dossiers, qui instruisent à charge et à décharge, ont réussi à faire libérer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à un total de personnes qui restent en détention qui tournent autour de 30 personnes. Ça veut dire que des progrès importants ont été enregistrés dans le cadre du traitement des dossiers. Ce que je dois également faire remarquer, c'est que dans les poursuites, il y a des poursuites pour des faits de nature délictuelle et il y a des faits pour des faits de nature criminelle. Pour les faits de nature délictuelle, c'est des procédures qui ne sont pas très compliquées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les juges ont réussi à faire avancer les procédures. Les dossiers ont commencé à être jugés la semaine dernière et cette semaine qui vient de s'écouler, nous avons réussi à juger 2 dossiers des personnes impliquées dans le cadre de ces manifestations post-électorales. Il y a également ce qui a fait qu'on a mis relativement des mois avant de procéder à ce jugement, c'est que d'un point de vue technique lié à la conduite des investigations, nous avons été confrontés au problème du nombre important de victimes dans les différents dossiers. Vous vous rappelez qu'il s'agit des boutiques qui ont été saccagées, des biens privés, des biens publics. Donc on a enregistré beaucoup de plaignants. Toutes ces personnes, il faut que les juges d'instruction puissent recueillir leur déposition, leur éventuelle constitution des parties civiles pour que les dossiers soient en état pour passer en jugement. C'est l'une des raisons principales qui a fait qu'on a pris quelques mois avant de faire juger ce genre de dossiers dans lesquels on a fait des poursuites pour des faits de nature délictuelle. S'agissant de l'autre aspect des dossiers qui sont dans lesquels les personnes sont poursuivies pour des faits de nature criminelle, vous savez, de manière classique, les investigations dans des dossiers des faits de nature criminelle sont assez complexes. C'est des investigations qui sont lourdes et qui sont complexes et qui font appel aussi à des expertises et à des compétences souvent extrajudiciaires. Néanmoins, ça avance bien puisque pour beaucoup de dossiers, on a procédé à l'audition d'un certain nombre de ces victimes. On a aussi lancé les commissions rogatoires. On a également envoyé les demandes d'expertise et les dossiers suivent un traitement qui est diligent et qui est suivi de près par le ministère public. Je voudrais également attirer l'attention de ceux qui font ce genre de spéculation sur les traitements. Quand vous avez des informations à recueillir, vous savez, le fonctionnement de la justice, c'est souvent complexe. Ce que vous pensez n'est pas forcément ce qui se passe au niveau des tribunaux. C'est la raison pour laquelle je réitère toujours la disponibilité du ministère public vraiment à vous recevoir et à discuter avec vous les traitements des dossiers judiciaires sous réserve de l'obligation toujours du secret qui doit entourer l'instruction des dossiers, sous réserve également d'un certain nombre de dispositions qu'on doit prendre pour protéger la dignité des personnes qui sont impliquées et qui doivent bénéficier du principe de la présomption d'innocence.
Ouverture ce matin au siège du SNAD du 3e congrès ordinaire du syndicat national des transports voyageurs Adelchi Niger. C'était sous le thème solidarité syndicale cas du secteur des transports voyageurs. Aliassami et Ibrahim Kantama nous en disent plus. Placé sous le thème de la solidarité syndicale dans le secteur du transport voyageurs, le 3e congrès du syndicat national des transporteurs voyageurs Adelchi du Niger a ouvert ses travaux. Un congrès qui a vu la participation de plusieurs délégués régionaux du dit syndicat et aussi des syndicats amis. Prenant la parole à l'occasion, le secrétaire général du syndicat est revenu sur l'importance du thème retenu pour la circonstance. Notre 3e congrès placé sur le thème solidarité syndicale, cas du secteur des transports voyageurs n'est pas fortuit. Ce choix cadre parfaitement avec le contexte actuel, comme les syndicats du public, ceux du privé connaissent depuis une situation inquiétante. Les syndicats du secteur des transports voyageurs ne sont pas restés en marge de cette situation. Les œuvres humanitaires ne sont toujours pas parfaites. C'est pourquoi nous avons la lourde responsabilité de créer les conditions pour une solidarité franche, fructueuse et durable entre les syndicats en vue de repartir sur de bonnes bases. Le secteur des transports voyageurs, faut-il le souligner, a beaucoup souffert pour relever le défi. Ainsi, le développement d'un secteur de transport voyageurs dynamique, généreuse, ressources et d'emploi continue constitue un impératif. La tâche n'est pas facile, certes, mais il va falloir multiplier et diversifier la lutte pour sortir du chantier battu, car nombreux sont nos camarades qui vivent dans la misère et le désespoir. Au représentant du ministre des Transports de réaffirmer l'engagement du gouvernement à accompagner ces transporteurs. Les autorités de la 7e République ont fait du secteur des transports un des axes clés qui a pris maintenant son inscription dans le programme de PDS. Maintenant, je demande une bonne collaboration de tous les syndicats conformément à la réglementation en vigueur pour un syndicalisme de développement. Et que maintenant, je demande à tous les participants de mettre l'intérêt en avant pour un bon syndicalisme afin de défendre les intérêts de tout un chacun. Tout au long de ces assises, il s'est agi pour ces transporteurs de mettre en place un nouveau bureau national et aussi de désigner des délégués régionaux, toute chose qui leur permettra de relever les différents défis auxquels le secteur fait face. Concours de meilleure création des bénéficiaires du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des jeunes filles par CEF couplé à l'inauguration de la boutique Scout Niger. C'était ce matin au centre du Scout Niger de Kouaratagui en présence du commissaire général du Scout Niger et de l'ambassadrice des Royaumes-Unis. Compte rendu Zainab Gagara sur les images de Abdoulmouni Abdraman. Elles sont au total 60 jeunes filles et femmes bénéficiaires de la formation du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des jeunes filles par CEFA, une initiative de l'Association des scouts du Niger avec l'appui de l'ambassade des Royaumes-Unis au Niger. Ces jeunes filles ont participé à ce concours des meilleures créations à l'issue d'une formation du projet PARCEF débuté depuis janvier 2022. Une occasion pour le commissaire général des scouts du Niger de saluer l'accompagnement de l'ambassade des Royaumes-Unis au Niger. Au vu des résultats très satisfaisants que nous avons obtenus seulement après un trimestre de formation, en plus de ce concours des meilleures créations des bénéficiaires du PARCEF, nous allons aussi inaugurer la boutique scout avec l'ambassadrice du Royaume-Uni, que je vous demande d'acclamer parce que l'engagement a été tellement fort que les moyens financiers mis à notre disposition a permis de construire la boutique en un temps record. Une boutique digne de ce nom, une boutique digne du PARCEF. Et je pense que les créations faites par ces jeunes braves dames vont être commercialisées, ce qui permettra aussi de pérenniser cet important projet.
Pour sa part, l'ambassadrice des Royaumes-Unis au Niger a tenu à exprimer ses sentiments. Nous sommes impressionnés de voir le progrès que vous avez fait. Dans quelques mois, vous perfectionnez, que je vois le produit que vous faites ici, qu'on va juger pour ce concours ce matin. Vraiment, c'est incroyable ce que vous avez atteint. Et nous espérons que vous continuerez à améliorer votre talent et que vous continuerez à être des entrepreneurs, des couturières, et que cela vous permettra de vous autoriser comme des femmes à l'avenir. Après avoir inauguré la boutique Scout Niger et la présentation des créations aux membres du jury, les initiateurs de ce projet d'appui aux jeunes filles, futures créatrices de mode, bénéficiaires du projet PARCEF, se disent satisfaits. Ce projet qui est le fruit de vos efforts, qui est le fruit des efforts de vos collaborateurs, ne va pas s'arrêter là. Inch'Allah, nous allons continuer à mobiliser d'autres partenaires pour que d'autres promotions puissent encore naître. Cette première promotion qui va porter votre nom, certainement défilera au prochain FIMA. En effet, ça a été un grand plaisir d'être ici, pas une tâche d'être ici, vraiment un grand plaisir. Et chaque fois que nous venons chez les scouts, nous nous sentons très accueillis de façon chaleureuse, et je crois que cela reflète le chaleur du Niger, le chaleur plutôt que le chaleur de la population ici. Notons que parmi les 33 créations présentées, 6 ont été récipiendaires au concours des meilleures créations du projet PARCEF. Pour rappel, cette initiative va non seulement contribuer à l'autonomisation des jeunes filles, mais aussi accompagne la politique du gouvernement. Scout Niger est un mouvement des jeunes qui permet d'apporter un changement dans la vie des jeunes en général et celle des filles et des femmes en particulier. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Rally Assami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et bon week-end à tous. Détournement présumé de 1,5 milliard de francs CFA à l'OPVN. Une peine de prison et de relax requise. Nous apprenons dans ce titre le journal L'Enquêteur. L'enquêteur qui nous rapporte que l'ancien directeur général de l'Office des produits vivriers du Niger OPVN et ancien ministre des Transports Adamou Chefou, connu sous le nom d'Ada Chefou, a comparu devant le juge du pôle économique et financier du tribunal de grande instance hors classe de Niamey le 23 mars 2022. Il est poursuivi dans le cadre de l'affaire de vente à prix préférentiel. Avec lui, deux autres prévenus dans le box des accusés, à savoir M. MC, l'ancien DOF de l'OPVN, et MRK, un agent du ministère du Plan, nous apprend le journal dans sa parution. Un an de prison avec sursis et 500 000 francs d'amende, c'est la peine qu'a requise le parquet contre l'ancien DG de l'OPVN, Ada Chefou, poursuivi pour avoir vendu à prix préférentiel au profit des salariés de l'OPVN quelques 153,3 tonnes de riz destinés aux populations vulnérables en milieu rural. Les faits remontent entre mars 2005 et 2012, période au cours de laquelle le prévenu a dirigé l'OPVN. Cette manœuvre a créé un manque à gagner d'environ 16 millions de francs CFA à l'office en question, sans considérer le fait que ces 153,3 tonnes de riz devraient profiter à des personnes en situation de vulnérabilité et non à des agents de l'État. Ada Chefou avait vendu quelques 153,3 tonnes de riz à 147 000 francs CFA la tonne, soit 7 350 francs le sac de 50 kilos, alors même que le prix de vente aux vrais bénéficiaires était de 250 000 francs la tonne, soit 12 000 francs le sac de 50 kilos. Il ressort, selon le journal à ce niveau, deux irrégularités. La première constitue le détournement d'objectifs que représente la vente à des salariés de l'État
l'État, de vivres destinés aux populations vulnérables et la seconde réside dans le prix auquel les vivres ont été cédés, à savoir 7 350 francs le sac au lieu de 12 000 francs, conformément à l'arrêté du comité consultatif et validé par le donateur, le Japon en l'occurrence. Le prévenu justifie son acte par le fait qu'aucun texte de l'OPVN n'interdit cette opération de vente à prix préférentiel et qu'il considère les agents de l'OPVN comme étant des personnes vulnérables. Seulement, une question légitime se pose à ce niveau selon le journal. Ces agents bénéficiaires de ce tarif préférentiel ont-ils acquis ce riz pour leur propre consommation, s'interroge le journal, pour qui il est de notoriété publique que certains opérateurs économiques véreux usent de stratagèmes pour s'octroyer des stocks de céréales destinés aux opérations de vente à prix modéré afin de les revendre plus cher à la population. Quant au canard en furie, il s'est intéressé cette semaine à des centaines de mendiants nigériens prenant d'assaut les rues de Dakar. Les effets de la corruption, des détournements systématiques de fonds publics et de l'insécurité sous Issoufou Mahamadou a constitué un des titres du journal Canard en furie. Les conséquences de 10 années de corruption et de détournement systématique de fonds publics commencent à se faire remarquer au-delà des frontières nationales. La semaine dernière, un reportage sur la RTS1, chaîne publique sénégalaise, a choqué et frappé les Nigériens dans leur fierté. Des centaines de compatriotes, hommes, femmes et enfants, ont pris d'assaut les rues de Dakar, nous apprend toujours le confrère, qui explique que leur boulot, c'est la mendicité. Dans le reportage, il est souligné que ces compatriotes disent avoir fui l'extrême pauvreté et la faim dans leur pays. Une image dégradante, choquante pour tout Nigérien, certes, mais non sans fondement. Depuis quelques années, les campagnes agricoles déficitaires, voire catastrophiques, se sont succédées, aggravant une insécurité alimentaire qui s'est installée dans l'agenda de la plupart des Nigériens pour cause de sécheresse cyclique. Cependant, le journal explique que la gouvernance qui a cours depuis près de 11 ans a davantage aggravé la situation, dépouillant les populations du minimum auquel elles sont en droit de s'attendre. Cette année, le journal explique plus loin que bien avant la période de soudure, connue pour être difficile pour les agriculteurs, le grain manque déjà cruellement. Les grandes villes, notamment Niamey, sont assiégées pratiquement par de nombreuses cohortes de talibés. La misère est visible pour qui sait la lire ou pour qui comprend. Elle transparaît surtout dans le regard gêné de ces femmes et des hommes qui, manifestement, ne sont pas des mendiants ordinaires. Ils ont été jetés dans la rue par la faim et l'impossibilité de subvenir à leurs besoins autrement que de venir en ville. Au journal Le Courrier d'ajouter à propos de ce sujet qu'à chaque coin de rue, au niveau de chaque petit commerce, devant les restaurants et les lieux de vente de viande, au niveau de chaque feu de stop, les passants sont envahis par une horde de mendiants de tout âge et de tout genre. Parmi ces mendiants, il y en a qui sont agressifs et qui insultent même les passants et usagers qui ne leur donnent pas de l'argent. Ce qui est écœurant et inadmissible, c'est qu'on y retrouve des personnes aussi bien portantes que celles auprès desquelles elles tiennent la main. Le plus grave, c'est la présence des mineurs, filles et garçons, à peine habillés, sans chaussures et sales, comme si c'est fait à dessein pour apitoyer les autres sur leur sort réel ou fin. Tout le monde voit, personne ne s'en offusque, en tout cas, pas parmi ceux qui ont le pouvoir de prendre les mesures idoines immédiates. Il est intolérable, selon le journal, que dans une société qui se dit musulmane, que l'on accepte de jeter des mineurs dans l'indignité. À travers la mendicité, des petits enfants sont laissés à eux-mêmes, jetés dans la rue pour mendier et tomber ainsi au plus bas degré de l'humanité. Le reportage sur la présence de centaines de mendiants nigériens dans des mineurs en terre sénégalaise, passé sur les médias sénégalais et repris en boucle sur les réseaux sociaux, semble avoir enfin provoqué un déclic et tiré les Nigériens de la bonne société de leur sommeil dogmatique. Pourtant, le journal estime qu'il ne doit surprendre personne. C'est connu de tous que la mendicité prend des proportions inquiétantes au Niger. Pire, elle est depuis quelques années sous prétexte de famine et d'insécurité exportée. Dans la sous-région, dans presque tous les pays limitrophes du Niger, la présence des mendiants d'origine nigérienne est signalée. Certains pays
pays les reconduisent tout bonnement et régulièrement à la frontière. Les raisons avancées pour se lancer dans la mendicité ne sont pas des arguments convaincants selon le journal. Aujourd'hui, elle a dépassé les limites de la simple nécessité pour se transformer en une activité génératrice de revenus. Seulement, le communiqué pondu par le porte-parole du gouvernement, s'il est authentique, n'embrasse pas toute la question. Il est fort probable, selon le journal, que des personnes se cachent derrière cette honteuse activité et pire en utilisant des mineurs pour se faire des sous, beaucoup de sous même. C'est un crime que d'exploiter des enfants qui sont censés être protégés par toutes les conventions internationales, conventions des droits de l'enfant, charte africaine, etc., ainsi que les textes nationaux, constitution, la loi instituant les tribunaux des mineurs, etc. Puis, dans les colonnes du journal Le Hérisson à propos de la mendicité, le gouvernement nigérien prend des mesures, nous apprend le journal. Le ministre a ajouté que le gouvernement déplore cette pratique qui jure avec nos valeurs sociales, religieuses et interdites par les lois et règlements de la République. C'est pourquoi des instructions ont été données aux services compétents en vue d'évaluer la situation sur place en rapport avec les autorités sénégalaises afin de prendre les mesures appropriées qui s'imposent. M. Tidjani Abdul Kadri n'a pas manqué d'exprimer les remerciements du gouvernement nigérien aux autorités de la République sœur du Sénégal pour leur bonne collaboration et les dispositions prises en vue du regroupement des personnes dans les sites sécurisés en attendant leur prise en charge de façon conséquente. Au-delà des mesures immédiates prises, des instructions fermes ont été données par les plus hautes autorités à tous les démembrements de l'État concernés en vue de prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour démanteler ces réseaux criminels et endiguer ces fléaux, a conclu le ministre Abdul Kadri Tidjani. Quant au journal La Nation, il s'est intéressé cette semaine au 50e anniversaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Des investissements colossaux pour les universités publiques. Écrit en gros dans ce titre, le journal. Le président de la République a procédé à l'inauguration de l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences et techniques de l'université de Niamey. C'était à l'occasion du lancement officiel des festivités commémoratives du 50e anniversaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey, placé sous le thème la formation et la recherche au service du développement. Le président de la République a profité de l'occasion pour annoncer des investissements importants au profit des universités du pays afin de booster l'enseignement supérieur nigérien. Ces investissements importants, écrit le journal, traduisent l'attachement du président de la République aux actions visant à redonner un second souffle à l'enseignement supérieur nigérien. C'est dans le cadre de cette dynamique novatrice que le président de la République avait ordonné le recrutement de tous les 175 enseignants-chercheurs et enseignants technologues afin de renforcer les capacités pédagogiques des universités publiques. La cérémonie d'inauguration du nouvel amphithéâtre de Niamey s'est déroulée selon le journal en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, du ministre d'État conseiller spécial à la présidence, du directeur de cabinet adjoint en second du président de la République, du gouverneur de la région de Niamey, du deuxième vice-maire de Niamey, des recteurs des universités publiques, des enseignants-chercheurs et chercheurs, des étudiants et de nombreux invités. Pour finir, le courrier nous rapporte à sa une mort de Soumaïlou Boubé Maïga. Les colonels Zanguina et Dabalga ont-ils été empoisonnés? S'interroge à sa une le journal. Le cas le plus énigmatique et sur lequel il y a eu beaucoup de bruit, notamment de la famille du défunt, est celui du colonel Dabalaga Abdoulaye Djoumassi, commandant du 23e contingent du Niger en Côte d'Ivoire. Le lieutenant-colonel Abdoulaye Djoumassi Dabalga est décédé le mercredi 5 octobre 2017 à Niamey, officiellement d'une courte maladie. Sa famille va crier à l'assassinat et la sœur du défunt colonel Aminatou Dabalga va d'ailleurs saisir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'une lettre sur la question. En objet de cette lettre, qui retrace point par point l'épilogue tragique, elle notifie cas d'assassinat d'un agent de l'ONU par le gouvernement du Niger. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.